Toi, du coup, t'y crois pas du tout à la disparition des agents? Bah écoute, si j'y croyais dur comme fer, je travaillerais plus chez Grossroom. On a co-développé un outil IA avec une startup qui nous aide à aller quasiment 2 à 3 fois plus vite sur les tâches chronophages que des consultants peuvent avoir avec les clients. L'enjeu, c'est quand tout va mal ou quand tout va bien, faut toujours être en mouvement. Un truc hyper important chez les clients, et ça leur parle direct, c'est qu'en fait, quand on leur parle business et pas média, en fait, ça leur parle beaucoup plus de leur parler de renta, tu vois. Bonjour, moi c'est Nicolas Gantenbein et je suis COO externalisé. C'est-à-dire que j'installe les systèmes et les outils IA pour sortir le dirigeant de l'opérationnel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Sacha Azoulay. Sacha est le fondateur de Growthroom, une agence marketing spécialisée en acquisition et conversion. Il a créé l'agence en 2020 et aujourd'hui c'est une équipe de 40 personnes qui a accompagné plus de 150 startups et grands groupes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va découvrir comment Growthroom est structuré et piloté au quotidien, les plafonds de verre qu'ils ont rencontrés et comment ils les ont surmontés, et pour finir, sa vision de l'IA et comment il l'intègre dans l'entreprise. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Sacha, bienvenue dans Sous le capot. Hello, merci de m'avoir invité. Franchement, je suis super content qu'on enregistre ensemble parce que tu m'as quand même un peu fait flipper il y a 2 jours quand tu m'as dit écoute, je suis au fond de mon lit, on fait quand même la visio de présentation, mais je mets pas la cam et tout ça. Je me suis dit oh là là, déjà c'est trop sympa de faire la visio. Mais écoute, les antibiotiques ont fait le taf, donc c'est trop cool. C'est la magie des antibiotiques. Tu l'as entendu à ma voix, en plus, j'étais pas au top, je pensais annuler. Hein. Ouais. Mais au final, écoute, je suis très content d'être là aujourd'hui. Donc franchement, trop content d'enregistrer ensemble. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, Growthroom, vous êtes structuré comment? Vous êtes organisé comment dans la boîte? Écoute, donc Grosson, on est une boîte de services. On fait Ouais. du gross marketing, donc on est une agence d'acquisition pour les entreprises. Et comment on est structuré? En fait, on a une partie, on est en 2 parties de base, c'est-à-dire une partie opérationnelle, une partie sales. Et qui sont les 2 verticales les plus importantes au final dans une boîte de service. Et au sein de la partie opérationnelle, on a 3 pôles d'expertise. Le premier qui est sur la partie ads, dans lequel on va mettre en place toutes les campagnes sur la régie publicitaire pour les boîtes. Genre Meta, Google. Exactement, enfin, qui est potentiellement le pôle le plus connu et l'expertise la plus connue depuis des années. Ouais. Pas que chez nous évidemment. Ensuite, on a un deuxième pôle qui est plutôt un pôle B2B dans lequel en fait on va mettre en place toute la partie acquisition, prospection digitale, etc., mais aussi la partie transformation dans des boîtes B2B. C'est-à-dire qu'en gros, on va aller regarder les process des boîtes B2B, on va aller regarder leur CRM, comment ils fonctionnent, comment ils traitent leurs leads, comment ils les transforment, quelles sont les sources, quelles sont les automatisations qu'ils ont mis en place sur leur CRM, et on va aller corriger un peu tout ça, on va aller optimiser un peu tout ça. Donc derrière, l'enjeu, c'est d'avoir une structure commerciale hyper optimisée avec de l'acquisition et une transformation qui est au top. Okay. Ça, c'est le deuxième pôle. Et le troisième, qui est le pôle SEO, GEO, qui était un pôle SEO d'abord et qu'on a ajouté la partie GEO ensuite, où en fait on va mettre en place toutes les stratégies de référencement naturel, donc sur Google au départ, mais maintenant aussi sur toutes les sources LLM, okay. Donc ChatGPT, Perplexity, Claude, tout ça. Ok. Et du coup, c'est en termes d'équipe, du coup, c'est quoi un peu? C'est un tiers ou... Écoute, le pôle SEO est le plus jeune, donc c'est le moins gros, mais c'est celui qui évolue le plus vite. Okay. Le pôle ads, c'est le plus gros, qui fait environ 15 à 20 consultants. Et le pôle B2B, il fait environ une douzaine de consultants. Voilà comment ça se structure là-dessus. Le pôle B2B, en fait, il est séparé surtout en 2 points. La partie Sales Ops, très commerciale, et la partie RevOps, qui est beaucoup plus technique sur la partie HubSpot, CRM, etc. Okay. Voilà. Et du coup, vous avez des services support un peu ou pas du tout ou... En fait, les consultants, on les forme pour être et experts opérationnellement parlant, et conseil business. Okay. Et donc, au final, ils sont un peu des sortes d'experts CSM, technique, etc. Évidemment, quand on a besoin d'intégration très technique pour aller en profondeur dans des sujets, on fait appel à des partenaires. Okay. Mais sinon, c'est des consultants qui sont assez 360 dans leur approche. Okay. Et je pense d'ailleurs que c'est ce que les clients préfèrent. Parce qu'au final, tu tapes dans un arbre, il y a 1000 agences ads qui tombent. Et le fait qu'on les ait formés à être pas consultants experts, mais aussi conseil business,
quitte à parfois rentrer en contradiction avec le client, quitte à parfois être challenger ses convictions, etc. Ouais. Au final, ça, les clients, c'est ce qu'ils viennent chercher. Ok, ouais. Les boîtes, c'est ce qu'elles viennent chercher. Et surtout maintenant, avec l'IA, tu as besoin d'une stratégie classique. Tu vas pas avoir une agence. Tu tapes, ça sur ChatGPT ou Claude, il te la sort. Mais par contre, si tu as besoin de challenge et tu as besoin de ref, etc., bah là, c'est intéressant d'avoir un conseil business. Ok, ouais. Et du coup, vous avez aussi la fonction support du style finance et tout, ou ça, vous gérez ça avec des free, ou c'est toi qui gères, ou c'est comment? Alors oui, tu as... À part la partie sales et la partie opérationnelle, tu as effectivement des fonctions, enfin, tu as toujours des sujets RH, finance, etc. Là, c'est moi qui gère de mon côté. Ok. En fait, je pense que dans une boîte de service, tu as une taille critique pour embaucher un ou une RH, et ensuite, tu as une taille critique pour embaucher un ou une CFO. Ouais. Et en fait, ces tailles... c'est une phase où tu te dis non mais là c'est évident qu'il faut que je l'embauche. Avant, c'est dommage de le faire puisque tu peux le faire toi-même et en plus ces fonctions support là, c'est des points de marge. C'est des points de marge exactement parce que c'est pas des gens qui sont opérationnels sur les clients ni sales. Et donc c'est pour ça que c'est très important, tu vois, de voir exactement la bonne phase où les embaucher. Nous, on a eu la phase où on a embauché une RH justement. C'était quand du coup, enfin quelle taille à peu près? C'était je crois qu'on était 18 personnes avec une grosse stratégie de recrutement. Et là, on commence à être dans la phase où il nous faut un ou une CFO. On est 40 là, actuellement. Et voilà. Et au final, tu creuses un petit matelas sur la partie marge. Et au final, tu viens le prendre justement avec ces fonctions-là, mais qui te permettent d'aller plus loin. La partie RH, ça m'a permis de travailler la culture de la boîte de manière tellement plus rapide. Et aussi et surtout la partie acquisition, parce que quand tu as une agence qui croît, si tu n'es pas assez rapide sur ton recrutement, ta croissance ne sera pas assez bonne. Donc du coup, c'est important d'avoir cette fonction-là opérationnelle rapidement. Ok. Hyper intéressant. Et du coup, c'est quoi ton périmètre aujourd'hui? Alors là, du coup, je m'occupe, moi, de la partie sales, finance, strat. Je réfléchissais aussi la partie RH. Je le fais main dans la main avec 3 de mes autres partenaires. On est 4 partenaires au sein de Grossroom. Donc moi j'ai fondé la boîte et ensuite m'ont rejoint Bastien Danin qui est le head of sales, Charles qui était le COO et qui est maintenant DG de la boîte, avec qui je partage pas mal de mes fonctions justement. Et Blanche qui elle est directrice du pôle B2B qui concentre donc le sales ops et le RevOps. Et donc je partage pas mal de mes fonctions avec les 3. Mais voilà, en gros, je suis sur pas mal de verticales et j'essaye d'éteindre les incendies quand il faut. Et tu vois, par exemple, si jamais on a des besoins en sales parce qu'on n'a pas fait nos ops, je vais me remettre sur du sales le mois d'après. Et donc, il y a une petite inertie, mais l'idée, c'est de compenser derrière. Et voilà. Ok. Et comment tu fais justement pour choisir les bons projets sur lesquels intervenir? Parce que ça va pas être simple. C'est toute la difficulté, Parce qu'en plus, il y a des projets que tu aimes plus que d'autres. Oui, tu as plus d'appétence. Tu vois, je préfère vraiment plus faire de la culture ou du sales que faire de l'admin ou de la finance pure. Tu vois. Donc oui, il y a vachement de différenciation là-dessus, mais en fait, les sujets... En fait, ce qui est bien dans une agence, dans une boîte de service, c'est que c'est assez binaire au final en termes de fonctionnement. Tu vois. Tu vas pouvoir voir les problématiques assez rapidement. Si tu n'as plus de lead demain, tu sais que tu peux pas continuer comme ça. Donc, tu es obligé de te remettre sur du sales / de l'acquisition. Si tu n'es pas rentable, tu vas le voir très rapidement aussi, parce que de toute façon, tu es bootstrappé. Donc, et donc, du coup, tu vas te mettre sur une partie finance. Si il te manque des gens parce que tu es trop staffé, il va falloir que tu te mettes sur la partie RH. Et donc, au final, tu le détectes assez rapidement. C'est ce qui fait que c'est un petit peu plus facile pour un CEO, je trouve, toute proportion gardée évidemment, mais à choisir ses projets parce que tu as rapidement les problématiques. Ok. Mais du coup, c'est quoi? C'est vous avez un codir et du coup, tu te dis là, je vais plutôt être là-dessus, ou tu fais ça à l'intuition? Je le faisais beaucoup à l'intuition et je le fais un peu toujours à l'intuition. D'ailleurs, si les gens de ma boîte regardent cette vidéo, ils vont se marrer là-dessus parce que c'est une évidence, je le fais souvent à l'intuition. Mais au final, ça a plutôt bien marché et je pense que c'est ça la force d'une boîte à taille humaine, c'est que justement on est capable de bouger vite et de prendre rapidement des décisions. Si on surmesure
et qu'on attend beaucoup de data pour peser le pour et le contre, ensuite prendre la décision, enclencher le truc. T'as une inertie, quoi. Tu as une inertie qui est trop grande et sur une agence, qui plus est à taille humaine, au final, tu vas perdre trop de temps. Et donc nous, je l'ai monté en mars 2020, donc on a fêté nos 6 ans le mois dernier. Typiquement, on est sur une situation où ça a été hyper utile pour nous de prendre des décisions rapidement. Là, il faut évidemment un peu plus d'éléments, mais tu vois, je m'interdis pas de le faire parfois aussi au flair parce que tu vois, on sent les trucs et encore plus maintenant avec le marché qui change, etc. Je sais tu voudras aborder l'IA plus tard, mais voilà, il faut continuer à avoir un peu ce gut feeling aussi. Ok. Et du coup, toi, comment vous gérez la charge de travail? C'est quoi un peu votre vision là-dessus des équipes? Écoute, nous, on est assez structuré sur cette partie-là. On est assez structuré sur la partie opérationnelle. Si tu es structuré sur la partie opérationnelle et la partie sales, c'est-à-dire que tu qualifies bien les clients que tu rentres, etc., bah derrière, tu deviens plus structuré aussi sur la charge de travail, le temps. Au départ, on faisait rentrer tous les clients qui étaient chauds de démarrer avec nous. Tu vois. C'est la classique. Au départ, s'il y a du business qui rentre, tu prends tout. Et c'est ce qui a fait aussi notre réussite au début. Et après, petit à petit, tu vas te concentrer sur des références, des tailles de boîtes, des typologies de boîtes qui te correspondent mieux, sur lesquelles tu as le plus d'expertise et sur lesquelles tu sais qu'il n'y aurait pas une problématique budgétaire ou il n'y aurait pas une problématique de pertinence d'agence. Donc ça, déjà, ça change pas mal de choses sur la charge de travail. Parce que, tu vois, un consultant, sur n'importe quel pôle d'expertise, s'il s'occupe d'une toute petite start-up, même sur une petite mission, il va potentiellement passer beaucoup plus de temps que sur une PME type Devialet ou Payfit, qui est sur une plus grosse mission et qui a des problématiques peut-être parfois un peu plus profondes. Et donc, parce qu'au final, c'est une question de vie ou de mort pour une petite startup, très early, et c'est une question pour autant de structuration et d'optimisation sur une PME. Et donc, au final, c'est pas qu'on a choisi notre bataille en partant sur la PME, c'est qu'au final, t'es pas rentable en n'ayant que des clients très early, très startup. Et donc, du coup, petit à petit, on s'est positionné plutôt sur une cible PME, ETI, parfois grand groupe, et moins sur startup très early. Startup post-série A, par exemple, ça nous correspond bien. Mais du coup, comment tu fais le lien avec la charge de travail? Du coup, c'est que du coup, tu te dis, tu as une vision vraiment financière en disant un consultant, il me coûte tant, du coup, je dois lui donner tant de clients. Enfin, c'est quoi? Comment tu gères ça? Alors, écoute, on n'a pas encore. Je sais que les agences qui se structurent bien et qui commencent à atteindre 50, 100 personnes commencent vraiment à avoir cette vision-là. Nous, on a une vision où on a tellement structuré nos offres qu'on sait exactement, en fonction du client, on sait exactement combien de temps on va y passer. Et donc, en fait, on fonctionne plutôt en jours. C'est-à-dire, on sait, en fonction de la problématique et de ce qu'on a vendu, combien de jours ça va prendre. Donc, en gros, tu vends des jours, exactement. Des jours hommes, et du coup, tu te dis... un consultant, il doit, dans un mois qui a 20 jours travailler, il doit être staffé sur 16 jours, par exemple. Exactement. Exactement. Et sur ces typologies de missions-là, on le size au départ, on sait combien de temps ça va prendre. Et derrière, en plus, si le client commence à prendre plus de temps parce que justement, il demande plus de choses, etc., c'est une super chose. Et nous, derrière, justement, on va pousser des jours en plus et on fait des upsells sur cette partie-là. Mais c'est vendu comme ça aux clients aussi, ou c'est plus... Ouais, on est assez clair là-dessus. Pour le coup, on n'est pas du tout... je sais qu'il y a des boîtes qui n'hésitent pas à vendre tout le temps des jours dès les premiers mois. Nous, pour le coup, on sait que ce qu'on vend, en général, il n'y a pas besoin de le dépasser. Par contre, quand ils nous demandent plus, et ça peut arriver, justement, quand tu as des problématiques assez classiques du type, voilà, je veux accélérer mon acquisition, ok, très bien. On va te mettre en place, par exemple, toute la partie Sales Ops et CRM pour mieux te processer. Mais derrière, s'il a besoin d'acquisition en plus, de SEO, on va lui vendre cette partie-là. Et donc, au final, c'est assez clair pour les clients quand ils veulent partir sur d'autres choses avec nous, sur des missions en plus. C'est assez clair pour eux. Ou comme quand tu conclus un deal avec un client qui te dit qu'il va dépenser 10 000 € par mois en ads, ça marche bien, il se met à dépenser 60 000 € par mois, il sait très bien que le temps qu'on va passer va pas être le même. Donc au final, c'est assez, franchement, c'est assez fluide là-dessus. Voilà. Ok. C'est super intéressant parce que d'habitude, il y a toujours un peu cette vision
notamment sur les agences, sur l'ADS du pourcentage de spend. Ouais. Et vous, du coup, vous prenez ce contre-pied là? Bah écoute, non, ouais, exactement. Nous, Ok. on a beaucoup itéré sur ce modèle-là. Toutes les agences sont au pourcentage Ouais. de spend. Mais en fait, si tu veux, nous, pour le coup, on n'a pas vraiment eu le choix au départ. Parce qu'en fait, on est arrivé un peu tard sur le marché des agences côté ads. Ouais. Donc, on a la chance d'être une agence de grosse marketing, donc du coup, de faire pas mal de choses. En revanche, on est arrivé assez tard. Je l'ai créé en 2020. En fait, entre 2013, 2012 et 2020, tu as eu plein d'agences ads qui se sont créées. Ouais. Et où c'était l'Eldorado. Ouais, C'était ouais. vraiment l'Eldorado. Et au final, elles ont réussi à signer des gros e-commerce. Et donc, au final, elles étaient sur ce pourcentage au spend. Et franchement, quand tu dépenses des budgets à 200, 300, 1 million, 4 millions par an, au final, c'est hyper lucratif. Le problème, c'est que nous, on est arrivé au moment du Covid. Donc, les boîtes d'ads qui étaient déjà là avaient déjà leur ref importante. Nous, en fait, on s'est pris toutes les boîtes qui étaient en train de se créer et sur lesquelles, en fait, il n'y avait pas juste de l'ADS à mettre en place, il y avait un process à créer et tout un dispositif d'acquisition et même de conseil business. Donc, au final, on a valorisé ça en leur disant, écoutez, on va vous mettre en place l'ADS, mais en fait, on n'est pas que ça. Ok. On est conseil business. Et donc, du coup, c'est un temps qu'on prend, c'est un prix fixe. Ça va pas forcément vous coûter plus cher qu'un pourcentage au spend. Mais par contre, nous, pour être rentable et pour vous donner le maximum de ce qu'on est capable de vous donner, c'est minimum X jours pour vous Ouais, accompagner. ok. Parce qu'un client qui dépense 3 000 € par mois, si tu prends moins de 10% au spend, donc ça veut dire qu'au final, tu vas facturer quoi, 300 € par mois. Ça n'a pas d'intérêt. Nous, on préfère les refuser. Tu vois. Ah, ok. Donc voilà. Mais du coup, ça veut dire que à court terme, vous étiez peut-être moins rentable au début. Effectivement, en fait, c'est même pas qu'on était moins rentable, c'est que on se concentrait beaucoup plus sur des missions plus globales. Des Ok. boîtes qui voulaient vraiment mettre en place tout un dispositif de prospection côté B2B et derrière qui voulaient peut-être faire un peu d'ads, tu vois. Et donc Ok, on ouais. s'est créé un petit peu comme ça sur une partie très grosse Ouais, marketing vous n'êtes pas venu comme les agences d'ads full ads, en fait, vous êtes venu avec une autre expertise. et avec une expertise acquisition Ouais, c'est ça. 360. Ok. Et c'est, je pense, qui nous a beaucoup aidé au départ. Et en fait, petit à petit, tu prends des refs, petit à petit, tu te processes. Et en plus, tu te processes en mode business. Tu te processes pas en mode média. Ouais, ok, ouais. Et ça, c'est un truc hyper important chez les clients et ça leur parle direct. C'est qu'en fait, quand on leur parle business et pas média, c'est-à-dire que tu vas leur parler plutôt coût d'acquisition, ROI, coût par lead, SQL, MQL, plutôt que impression, coût par clic, Ouais, ok. nombre de clics, en fait, ça leur parle beaucoup plus de leur parler de renta, tu vois. Ouais. Et au final, on a fait un peu notre pain là-dessus et on a fait notre expertise là-dessus. Et c'est ce qui a fait que derrière, on est devenu aussi une agence média à part Ah, entière. ok, ouais. Ouais, hyper intéressant. Voilà. Et tu parles beaucoup de la structuration et tout ça, que c'est quelque chose aussi qui, quand vous êtes lancé, qui a fait voilà là où vous en êtes aujourd'hui. Ouais. C'est quoi les premières choses que vous avez mis en place où tu as vraiment vu un côté un peu game changer? Sur la partie structuration, Ouais. il y en a beaucoup. Sur une agence, globalement, quand tu mets des trucs en place, ce qui est intéressant, c'est que tu as un challenge au départ, c'est l'adoption. Enfin, tu as deux challenges. C'est l'adoption et la constance. Donc, l'adoption, c'est-à-dire quand tu mets en place un process, que toutes tes équipes l'adoptent Ouais. et donc changent leur quotidien et leur confort par rapport à ça. Et deux, qu'elles aient de la constance et que toi aussi, tu aies de la constance. C'est-à-dire que, on remet pas en doute ce qu'on s'est dit et on le met en place et on répète les actions, etc. etc. Et du coup, c'est autant que moi, tu as encore plus d'expertise que moi sur la partie opérationnelle. La constance et la rigueur, c'est pour moi les deux principaux atouts justement pour mettre en place tout ça. Et donc, ces deux choses-là, c'est les principales difficultés. Une fois que tu as ça, tu peux mettre en place plus ou moins de choses. Et typiquement, sur la partie process, nous, ce qui a été intéressant, et je sais qu'on va en parler après, mais là, la dernière en date, ça date déjà depuis 1 an, mais on est toujours en train de bosser le truc. On l'a déjà mis en place et on l'optimise tout le temps. C'est, tu vois, on a co-développé un outil IA avec une startup qui nous aide à aller quasiment 2 à 3 fois plus vite sur les tâches chronophages que des consultants peuvent avoir avec les clients, en ads, mais aussi sur d'autres expertises. Tu vois, en ads, sur l'upload créa, sur tous ces trucs-là. Et en fait, ça, au départ, quand on avait l'outil MVP,
il servait à rien, tu vois. Enfin, les consultants nous ont dit, mais en fait, on va jamais pouvoir faire ça. C'est le trop principe. buggé ou quoi, Oui, ou... bien sûr, mais c'est le principe d'un outil MVP, tu vois. Et en fait, on a fait nos feedbacks, les retours, on a travaillé main dans la main avec les fondateurs qui sont aussi au top. Et en fait, on a créé un truc hyper adapté à nous. Et ça, couplé à l'adoption en fait de l'équipe, qui a pris du temps, hein, parce qu'au départ, ils préfèrent le faire eux-mêmes que en fait aller chercher sur un. Et au final, couplé à l'adoption, ça a fait que derrière, on a réussi à mettre en place ça dans le process et donc gagner beaucoup de temps, quoi. Voilà. Ok, ouais. Ça me fait penser quand tu me disais, et ça m'avait marqué, vaut mieux un process imparfait et constant qu'un process parfait mais pas constant. Ouais, c'est exactement ça, tu vois. Enfin, t'as des expériences un peu là-dessus ou Mais tu sais, en fait, c'est même pas que sur la partie process. Je pense que c'est aussi sur la partie management, tu vois. Ok, ouais. Mieux vaut un management imparfait mais constant, c'est-à-dire vraiment, tu fixes une routine, t'es constant et t'es régulier dans cette. Je dis pas que je le suis à fond en plus, hein, mais je sais que c'est ça qui marche. Enfin, je le vois. Il y a des gens beaucoup plus réguliers et constants que moi dans cette boîte. Et franchement, et en même temps, en opérationnel, tu vois, il faut être au top sur ces sujets-là. Et je le vois, et c'est comme ça qu'ils arrivent justement à manager les équipes et justement à les faire avancer. Ouais. Donc, c'est même pas qu'une question de process, c'est aussi une question de management. Et donc, le sujet de la routine, c'est juste, est-ce que tu es prêt à accepter de perdre du temps dans l'immédiat pour le bien de ton management ou pour le bien d'un process qui va te faire gagner du temps plus tard, ou ton management qui va te faire gagner du temps plus tard. C'est juste ça le point. Et tu as plein de gens qui, effectivement, parce qu'ils ne sont pas encore hyper organisés dans leur taf, mais ça va arriver, mais parce qu'ils ne sont pas encore hyper orga, ou parce qu'ils ne sont pas encore hyper rigoureux, ou parce qu'ils ne sont pas encore assez en confiance, ils ne vont pas être prêts, tu vois, à prendre ce risque-là. En fait, c'est un risque, quoi. Est-ce que tu es prêt à le prendre? Tu paries sur l'avenir. Enfin, exactement. Parce qu'au final, tu n'as rien à gagner dans l'immédiat. C'est plutôt... Limite, tu as plus à y perdre dans l'immédiat. Ouais, carrément. Tu vois, nous, typiquement, un consultant qui commence à manager, en fait, c'est juste du temps en plus. Parce qu'il garde ses clients. Bon, on aménage bien le truc, mais il garde au départ ses clients. Donc, il a quelqu'un à manager. Donc, il faut en plus l'onboarder sur les sujets, etc. Des trucs que tu fais très bien, toi, depuis des années. Enfin, tu vois, c'est un sujet qui est hyper... ça demande, je trouve, un don de soi, le management, qui est hyper important. Et en plus de ça, être une bonne personne. Vraiment, nous, typiquement, ça fait un peu bisounours de dire ça et très start-up, mais on n'est pas une start-up, donc ça me va. Mais nous, tu vois, on recrute vraiment sur... typiquement, la bienveillance, c'est un truc hyper important pour nous, tu vois. Et je sais que j'ai vu des offres de job d'autres concurrents à nous... Tu lis l'offre, d'ailleurs ils se sont fait pas mal taper dessus sur les réseaux, etc. Et tu lis l'offre, tu te dis t'as pas envie de postuler là-bas, tu vois. Et nous vraiment, on essaye de parier un peu sur cette bienveillance-là, parce que en fait, c'est pas qu'une question d'être bienveillant, c'est une question que derrière, si tu recrutes des gens bienveillants, ils le seront avec leur futur manager. Et en fait, tu vois, ça se répète. Et c'est une question de valeur, en fait, au final. C'est une question de valeur, et c'est comme ça que tu crées une culture, et surtout, c'est comme ça que tu l'entretiens, tu vois. Et comment justement tu fais parce que justement, c'est aussi cette difficulté, tu vois, de faire respecter des routines, etc., notamment quand c'est de nouvelles personnes qui viennent dans ta boîte. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais tu vois, pour faire la transition avec ce que je te disais là sur la fin, c'est que c'est la puissance de la culture, au final. Quand tu as des gens qui sont impliqués, qui comprennent, en fait, qui ont eu cette difficulté-là et qui se sont dit, à la fin du chemin, ils se sont dit... Ah ouais, mais en fait, j'ai bien fait de la mettre en place, cette routine, ou j'ai bien fait de perdre du temps au départ sur ça parce que maintenant, ça m'en fait gagner. Au final, si tu as cette empreinte-là, ils vont réussir à le transmettre aux autres. Par contre, si tu n'as pas fini le travail, ou si les gens n'ont pas fini leur process sur ce truc-là, même leur process mental sur ce truc-là, forcément, derrière, sur les nouvelles personnes, ça va être, ou sur les nouveaux process, ça va être plus difficile. Donc au final, je trouve c'est important, tu vois, c'est toute la puissance de la culture, au final, là-dessus. Et du coup, justement, tu disais aussi que c'est toi qui travailles beaucoup la culture. Comment tu incarnes ça? Enfin, comment tu rends ça palpable? Écoute, là, pour le coup, c'est marrant parce que je l'ai surtout découvert cette année, en 2026. C'est que c'est vachement une question de régularité. J'avais un peu lâché ça en début 2025 parce que, tu vois, il y avait d'autres sujets. Je te parlais d'incendies, toujours des incendies.
tu vois, je sais pas, côté sales ou côté RH ou plein d'autres choses. Et j'avais un peu lâché ça. Et au final, je l'ai vraiment ressenti. Même des gens sont venus me le dire. Ouais, enfin, il y a moins cet entrain-là, tu vois. Et au final, Du coup, toi, tu dirais la culture, c'est le côté un peu l'entrain. C'est comme ça, toi, que tu l'as. Ouais. C'est que les gens, enfin, les équipes étaient un peu moins motivées de venir au travail, ou il y avait un peu moins ce côté, on est une équipe, ou comment tu. Bah en fait, t'as des mois qui sont un peu plus difficiles que les autres. Dans une agence, les mois qui sont les plus difficiles, c'est en l'occurrence le Fin d'année, mois non de mai, Ah parce ouais. qu'en fait, t'as que des semaines de 4 jours, Ouais. mais t'as des clients qui sont encore en pic d'activité, Ouais. donc au final, tu fais en 4 jours ce qui doit être fait en 5, Ouais. et aussi la fin de l'année, tu le Ouais. disais, avec justement Noël, Black Friday, etc. Et même sur la partie B2B, ça peut être assez actif. Et donc, ces mois-là, c'est des pics d'activité. Et au final, c'est là où les équipes, tu vois, elles sont, ça travaille beaucoup. Et donc, elles peuvent être soit avant, soit après, soit pendant, un peu moins motivées. Et si c'est comme ça dans toutes les boîtes, mais si tu mets pas en place sur l'à côté tout ce qu'il faut côté culture, donc c'est-à-dire des activités, être transparent sur la vision, pourquoi on fait ça, quel est le plan de recrutement, où on va, est-ce qu'on a un séminaire trop cool où on va aller se détendre et Ouais. on va se récompenser de tout ce qu'on est en train de faire, etc. Si en fait t'es pas transparent sur tous ces trucs-là et t'es pas cohérent, globalement, effectivement, tu vas un peu lâcher le truc. Alors nous, on a toujours eu des trucs, quoi qu'il arrive, qu'on faisait, tu vois, le séminaire annuel, tout ça. Mais c'est vrai que là, j'ai mis encore plus de force que début d'année dernière. Et je vois que ça marche, tu vois. Je vois que ça marche, je vois que les gens sont hyper contents. Bon, de base, pour le coup, ça se passe bien, mais je me suis dit, c'est pas parce que ça se passe bien que je dois me reposer sur mes lauriers. Et en plus, j'aime faire ça. Et du coup, c'est quoi que t'as fait? Tu vois, bah, la dernière en date, c'est marrant parce que ça a fait marrer pas mal de potes à moi et ça a fait marrer pas mal de gens dans l'équipe. Pour te faire la petite histoire, moi avant, je travaillais dans une boîte qui était dans le sommeil, qui s'appelait Dream, et qui était une start-up française. J'avais une fois amené... ma mère comprenait rien à ce que je faisais dans cette boîte, parce que c'était un truc tech, un bandeau que tu mets sur la tête, enfin bref. Je vais pas te raconter tout, on en aura pour une heure. Et en fait, ma mère vient dans les bureaux, je lui fais visiter les bureaux, elle rencontre le CEO, on devait déj un midi pour ça, et elle adore le CEO qui s'appelait Hugo Mercier. Et du coup, j'ai remarqué à quel point ça lui a fait plaisir de voir l'environnement dans lequel je travaillais. Et en dîner de famille, direct, elle savait ce que je faisais. Et c'était un kiff de voir ma mère, limite, pitcher pour moi ce que je faisais. Ça me fait penser quand je montrais mes bureaux à mes parents, tu vois. Genre, ouais, en fait, ils sont trop contents, en fait. Alors qu'en fait, en soi... oui, tu bosses sur ton ordi, tu vois. En fait, ouais, tu bosses sur ton ordi, tu vois, il y a pas mais tu vois, à l'ancienne, eux, ils bossaient pas dans des bureaux comme on bosse maintenant, tu vois, nous on a des bureaux Opéra qui sont top ou sur 2 étages ça. Pour eux, tu vois, c'est un vrai truc. Et du coup, bah je me suis dit vas-y, je vais faire pareil. Enfin, je vais faire pareil. Non, parce que c'était pas le cas chez Dream, mais je me suis dit, je vais essayer de répliquer ce qui s'est passé avec ma mère. J'ai essayé de le répliquer chez Grosse Room. Du coup, t'as invité tout le monde. J'ai invité, en fait, j'ai dit, vas-y, on va faire une soirée parents. On va inverser la version parents-prof. Tu vois, on va inverser cette réunion-là. Et au final, au départ, j'étais pas confiant sur l'idée. Et en fait, tout le monde s'est pris au jeu. T'as même des parents qui venaient de Bordeaux, etc., qui ont pris des billets de train. Ils se dit, vas-y, on va passer le week-end aussi. C'était un jeudi soir. On va passer le week-end. Et donc, on a fait une soirée là-bas. Enfin, dans nos bureaux, ils étaient trop contents, tout le monde est venu, c'était une super soirée, ils ont visité les bureaux, que des bons feedbacks, et j'ai fait une petite présentation, tu vois, de 10 minutes sur qu'est-ce qu'on fait, parce que personne comprenait, même ma mère du coup ne comprenait pas du tout ce qu'on faisait. Ma mère, elle savait même pas redire notre nom Grosse Room, parce qu'en fait elle savait pas ce que ça voulait dire. Donc, du coup, tu vois, j'ai refait une petite presse pour vraiment banaliser un peu ce qu'on fait. Niveau 1, quoi. Niveau 1, ils ont tous compris, enfin j'espère. Et ça s'est trop bien passé. On a eu des super feedbacks sur ce truc-là, tu vois. Et tu vois, ces idées-là, en fait, c'est des choses qu'on met en place. Il y en a plein qu'on a fait cette année, sur ce début d'année. Et au final, ça marche vraiment, quoi. Du coup, tu sens qu'il y a un entrain, ça fidélise aussi tes équipes. Carrément. Okay. Carrément, parce que... Ouais, enfin, tu vois, t'as pas le temps de t'ennuyer. Il y a toujours des choses qui arrivent. Il y a une histoire, en fait, tu vois. Et puis, les nouvelles recrues, elles arrivent, tu vois, elles se mettent aussi dans ce truc-là. Ça m'a fait kiffer de voir que t'as des gens qui étaient là depuis 2-3 mois, qui ont ramené leurs parents et leurs parents qui étaient trop contents de voir des autres parents. Enfin, bref, qui ont passé la soirée ensemble. C'était marrant de voir des parents qui sont devenus potes. Enfin, tu vois, c'est des choses assez intéressantes. Et ça, dans la culture, au final...
toute façon, une boîte de service, ça repose sur l'humain, tu vois. Donc, si tu bosses pas la culture, globalement, et que les personnes dans ta boîte sont moins motivées, moins impliquées, t'as moins de valeur par rapport aux autres, quoi. Tu vois. Et du coup, surtout dans le service, il y a un peu cette notion de fidélité aussi. Ouais. Toi, comment est-ce que tu la travailles? Je sais que tu as des associés aussi, enfin, tu as des salariés qui sont devenus associés. Enfin, c'est aussi dans cette dynamique-là? Ouais, bien sûr. Tu vois, donc je t'avais dit, j'ai monté la boîte tout seul, mais du coup, il y a Charles et Bastien qui sont montés au capital en 2021 et ensuite Blanche en 2022. C'est intéressant parce que, évidemment, ça fidélise des gens qui étaient et ont été encore plus importants ensuite, tu vois. Donc ça, c'est hyper important. Mais derrière, il n'y a pas que la partie associée. En fait, ce qui est intéressant quand tu as une boîte qui est en croissance, c'est que tu es capable de donner plus de responsabilités aux gens, tu vois. Et quand tu as une culture qui est bonne, un management qui est sain et des responsabilités que tu peux donner rapidement, que ce soit en termes de promotion, salariale, poste, etc., au final, tu vois, les gens s'y retrouvent. Mais après, le sujet en agence, c'est que tu te fais souvent chasser tes profils par les annonceurs. Et donc, au final, se pose une question à un moment ou à un autre, tu vois, dans la carrière d'un consultant, de se dire, OK, est-ce que je veux continuer? Je suis bien chez Grossroom, hein, mais est-ce que je veux continuer dans une carrière de consultant, de manager, etc. Ou en fait, je me vois pas trop manager. Je préfère avoir peut-être un scope plus large, quitte à être moins augmenté ou même à peut-être moins manager. Dans une autre boîte, tu vois, c'est un truc qui se jauge. Tu vois, voilà. Et ça, on l'a eu. Ok, ouais. Voilà. Et du coup, si on fait un peu si on reprend un peu, je sais pas, on regarde un peu sur le passé. Putain, un flashback. Un flashback, je ne trouve plus mes mots. Et vendredi après-midi, si on fait un peu un flashback, c'était quoi un peu les grandes étapes, tu vois, de votre développement? Parce que là, il me semble que vous êtes autour des 4 millions là, de chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y avait un peu des plafonds de verre que vous avez rencontrés? Ouais, notamment un qui était aux alentours des 2,5 millions, 3 millions. En fait, c'est marrant, quand j'ai monté la boîte, tout le monde m'a dit, tu vas avoir un plafond de verre pour une boîte de service aux alentours de 2 millions d'euros. Parce que y a un moment où, tu vois, en fait, tu vas avoir beaucoup de gens dans ton équipe, donc il va falloir que tu vendes beaucoup et tu ne pourras pas garder un rythme éternel de signature. Il y a aussi une partie où tu as des gens qui vont finir par partir de ta boîte. Il y a aussi des problématiques que tu vas avoir, parce que plus tu grossis, plus tes problématiques peuvent être graves, etc. Et problématiques aussi de structure opérationnelle, ça. Et au final, tu vois, on monte la boîte, on fait 700K la première année, 1 million la deuxième, 2 millions la troisième. Et là, je me dis, bon, ça continue, quoi. 2 millions la troisième, 3 millions ensuite. Je me dis, ouais, nickel, en fait, on n'a pas de plafond de verre, c'est des conneries de ça. Et à 3 millions, justement, et c'était le début 2025, fin 2024, début 2025, là, on sent un plafond de verre qui a été notamment caractérisé par deux choses. Un, le marché qui a un peu changé, avec évidemment toute la partie IA, mais aussi, tu vois, franchement, sur fond de crise économique, tu vois, avec tout le contexte géopolitique, les guerres, l'inflation, ces trucs-là qui, en fait, a eu un impact certain sur les boîtes. Et deuxièmement, la partie, effectivement, RH, où au final, même si les gens se sentent bien dans ta boîte, t'as forcément un moment où les gens sont en fin de cycle et tu peux pas faire monter tout le monde. Ouais. Et donc, du coup, tu vois, si je pouvais me faire monter 30 personnes associées de la boîte, je le ferais, tu vois, mais on peut pas, malheureusement. Et donc, tu vois, tu as des gens en fin de cycle et ils se disent, bon, il est temps pour moi d'aller chercher un autre challenge. Et donc, en fait, quand tu as des consultants seniors qui partent ou même des confirmés qui partent en fin de cycle, c'est compliqué parce que du coup, toi, tu es bloqué dans ta croissance. Et donc, c'est un peu ça. Tu passes du temps à former des nouvelles personnes. Exactement, tu vois. La structure opérationnelle, on l'avait. En termes de sales, on a rapidement réussi à shifter ce changement de marché. C'était quoi, du coup? C'était d'autres boîtes qu'il fallait cibler? En fait, on a fait évoluer l'ICP, tu vois. Au lieu d'aller sur des startups, on est beaucoup plus allé sur des PME, ETI. Ok, c'est à ce moment-là que vous avez C'est à ce moment-là, tu vois. Et voilà, je le caractériserais beaucoup plus sur la partie RH. Et en fait, je pense que ce qui a été notre force pour casser ce plafond de verre, parce que là, tu vois, on fait le meilleur démarrage de l'histoire de la boîte début 2026, donc c'est super. Mais en fait, ce qui a fait qu'on a cassé ce plafond de verre, je pense, et ça a toujours été aussi notre force sur pas mal à d'autres égards, c'est le fait d'être en mouvement.
Parce que quand tout va bien, tu te dis, bon, ça va bien, bon, vas-y, on continue comme ça, on touche rien et pilote auto, quoi. En fait, non. Et quand tout va mal, tu paniques et tu te dis, bon... Et en fait, l'enjeu, c'est quand tout va mal ou quand tout va bien, faut toujours être en mouvement. Ouais. Et ça, je l'ai vraiment compris et je pense que c'est un peu ça a été notre force et c'est grâce à ça certainement qu'on a passé ce plafond de verre parce que toute l'équipe s'est dit ok, bah, comment on fait pour continuer à être en mouvement, tu vois. Et le mouvement, ça a été, tu vois, d'intégrer, tu vois, un outil IA, ça a été de changer notre ICP côté sales pour aller encore plus loin là-dessus, ça a été de créer le pôle SEO qu'on a créé en fin 2024 et qui maintenant est le pôle qui a la meilleure croissance là-dessus. On a fait évoluer d'autres pôles, on a mis en place d'autres canaux d'acquisition chez nous. Enfin, si tu veux, on a fait une évolution de structure qui était énorme, mais sur laquelle on n'avait pas vraiment besoin, tu vois. Okay. Et au final, c'est ce mouvement-là, je pense, qui nous a fait, qui a porté ses fruits derrière, tu vois. Ok, ouais. Donc, année 2025, transition, et 2026, tu vois, on récolte un peu les fruits de tout ça. Ok. Et du coup, quand tu dis... quand tu m'as dit on a fait le meilleur... ça m'a marqué quand on a préparé le meilleur démarrage et tu me disais ouais mais il faut pas non plus trop se chauffer parce qu'avec l'IA c'est un peu incertain quand même, on peut pas trop prédire la fin d'année et tout. Ouais. Comment du coup tu pilotes la boîte dans ce contexte-là? C'est-à-dire que tu essaies quand même sur le recrutement, tu es tranquille ou enfin comment tu... Écoute, on navigue à vue. Non, je rigole. Okay. Non, en fait, si tu veux, avec l'IA, ce qui est sûr, c'est que tu vois bien et je pense que tout le monde, tous ceux qui nous regardent captent à quel point ça va vite. Tu vois, Anthropic sort des nouveaux modèles toutes les semaines. Enfin, c'est hallucinant. Donc, en fait, on ne sera pas capable de prédire ce que fera l'IA. Enfin, on est un petit peu capable de le prédire, mais à quel point le marché va changer en fonction de ça. Donc, je sais qu'on a fait le meilleur démarrage de l'histoire de la boîte. Ouais. Je sais qu'on est sur une bonne année, mais je ne sais pas exactement comment on va la finir. Alors que les années précédentes, je savais en fonction du démarrage comment on allait la finir. Okay. Ce qui est logique, tu vois, tu sais un petit peu ta traîne. Par contre, ce que tu peux faire, c'est te dire, OK, sur quoi il faut qu'on travaille absolument cette année pour justement récolter les fruits, soit fin de l'année, soit début d'année prochaine, etc. Et c'est ce qui fait qu'on a une vision du coup qui est souvent maintenant à l'année. Un peu plus long terme en fait au final. Non ouais, avant, tu sais, on faisait des BP sur 3 ans. Ouais. Personne ne respecte un BP sur 3 ans. Qui est capable de prédire le futur sur ces trucs-là? Et ça me fait marrer quand je reçois des BP de start-up qui te font, tu vois, des trucs sur 3-4 ans. Enfin, why not, tu vois? Je pense que c'est un peu ce qu'on demande, ce que les investisseurs demandent, mais ce que les VC demandent. Mais pour le coup, il y a vachement un sujet, tu vois, sur ce point. Et nous, en fait, on a une vision à l'année où on a nos chiffres, on sait combien on a envie de faire, mais on sait surtout ce qu'on a envie de mettre en place et quand ça doit porter ses fruits, tu vois. Okay. Et donc, par exemple, ça peut être la mise en place d'un nouveau canal d'acquisition. Tu vois, on n'avait jamais fait de salon auparavant. On n'avait jamais fait d'Orline parce que j'ai créé la boîte pendant le Covid. Vraiment, on est une boîte, franchement, on est une boîte... Mais pour le coup, tu vois, on a testé les salons cette année. Ça a plutôt bien marché. Donc, on sait que maintenant, tu vois, c'est quelque chose qu'on doit répéter. Et enfin, voilà, tu vois, c'est des... Ouais, du coup, en fait, il y a pas forcément... Il y a des objectifs de chiffres. Ouais. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Pardon. Ouais, bon, non, t'inquiète. Hop. Je suis mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Ouais. Tu t'endors pas? Ouais, ça y est. J'étais trop dans le confort, là. C'est l'inconfort, là. Ouais, de ouf. Non, du coup, ce que je disais, c'est il n'y a pas que la vision de chiffres, mais il y a aussi un peu une vision de on met les moyens et on verra ce qu'on récoltera derrière, quoi. En fait, on met les moyens, on essaie évidemment de mesurer l'impact de tout ça. Ouais. Mais en fait, ce qui est bien, c'est quand tu as une vision chiffrée plutôt précise sur l'année, pas sur 3 ans, tu ne pourras pas l'avoir, comme je te le disais. Sur l'année, tu es quand même capable de l'avoir. Bah, du coup, tu sais quels sont tes budgets, est-ce que tu as envie de dépenser, etc., pour arriver au niveau de marge qu'il te faut. Ça, c'est cool sur une boîte de service, d'ailleurs. Et donc, en fonction de ce budget-là, bah, tu es capable de déterminer des poches, tu vois, où tu dis, bah, voilà, cette année, on a envie de mettre plus de budget sur, je sais pas, du GIO pour nous. D'ailleurs, ça, c'est un truc qu'on a fait. Ouais. Tu vois, typiquement, il y a un truc qui marche super bien pour nous. Quand tu demandes à ChatGPT ou Claude quelle est la meilleure agence de grosse marketing, on arrive certainement dans le top 3 de ses réponses, tu vois, si ce n'est premier. Et ça, c'est trop cool. Et c'est, tu vois, le fait d'être resté, tu vois, en mouvement et d'avoir déterminé un peu un budget là-dessus. Okay. Donc voilà, c'est tout
tout type d'action, tu vois, en l'occurrence, comme ça. Ok, ouais, ouais. Voilà. Ouais, donc hyper intéressant. Donc ouais, ça permet à la fois aussi d'enlever un peu ce côté pression financière, même si tu sais que ça va t'apporter ça. Exactement. Mais du coup, ça te permet aussi d'objectiver en disant, bah voilà, le contexte, il est peut-être pas... voilà, le contexte économique, il est ce qu'il est. On met des actions en place pour avoir de nouveaux clients, mais au final, on sait pas maintenant est-ce que ça va nous apporter n'importe quoi 10 ou 20, mais en tout cas, on s'est mis en mouvement pour y arriver. Exactement. Exactement ça. Du coup, on va parler du sujet de l'IA, là. Ouais. Le fameux. Le fameux sujet. Vous, du coup, comment est-ce que vous intégrez l'IA et tout ça chez Grossroom? Écoute, il y a 2 manières pour nous de l'intégrer. Le premier, c'est sur les process. Ok. Donc, on est une boîte de service, on fournit un service à des boîtes dans de l'acquisition, plusieurs services d'acquisition. Et donc, quand on va délivrer ce service-là, c'est intégrer, du coup, tu vois, un outil IA qui va nous permettre de mieux délivrer ce service-là. Gagner du temps, mieux le délivrer, plein d'autres choses, tu vois. Et gagner du temps, notamment sur les tâches chronophages, pour qu'en fait, tes consultants, qui sont, comme je te le disais tout à l'heure, des conseils business, puissent passer le maximum de temps de cerveau sur des choses qui ont vraiment un impact, tu vois, business sur les boîtes. Client, enfin. Et donc ça, c'est le premier point. Et donc, notamment, je te le disais tout à l'heure, c'est, tu vois, l'intégration d'un outil qui permet de gagner du temps sur des tâches chronophages comme l'upload créa en ads, comme le scrapping de données sur la partie B2B Sales Ops, ou comme l'audit et le reporting sur la partie SEO. Ça, c'est le premier point. Et ça, pour le coup, on est assez avancé là-dessus et franchement, c'est top. Et encore une fois, c'est grâce, tu vois, à l'adoption. Ouais. Parce qu'au final, quand on parle aux outils qu'on a aidés à co-développer, etc., t'en as qui vendent aux autres agences, ils me disent, mais en fait, c'est vous qui adoptez le plus vite. Et ça, c'est top pour nous parce qu'on se dit, ok, ça veut dire qu'on est en avance, tu vois, sur ce sujet-là. Ça veut pas dire qu'il faut qu'on campe sur nos lauriers, je sais pas si ça se dit. qu'on se repose sur nos lauriers. Qu'on se repose sur nos lauriers, merci. Ça veut pas dire ça. En revanche, ça veut dire qu'on a une petite avance, il faut qu'on continue là-dessus. Ça, c'est le premier point. Ensuite, tu as le deuxième, c'est dans la valeur que tu vas apporter au client. C'est-à-dire à quel point tu es capable d'ajouter de l'IA pour avoir plus de résultats. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire dans ton offre, par exemple. C'est quelque chose qu'on a réussi à faire sur la partie SEO. Tu vois, avant, on vendait que du SEO. Très rapidement, on s'est dit, OK, on va vendre du SEO et du GIO. Et pour le coup, ça cartonne. Ça cartonne parce que les clients le veulent, mais aussi et surtout parce que ça marche vraiment, quoi. Tu vois. Et nous, on le fait pour nous et c'est notre principal canal d'acquisition. Donc, du coup, on est plutôt à l'aise à le faire, tu vois. Et ça, c'est le deuxième moyen, je pense, d'intégrer l'IA. Donc, ça veut dire que pour le même prix que tu payes, tu vas avoir plus de valeur. Exactement. Pour le même service, tu vas avoir plus de valeur. Et ça, c'est hyper important aussi à intégrer. Et tu vois, tu l'as pour le SEO, tu l'auras demain pour l'Ads, parce que si ChatGPT Ads sort, alors il faudrait encore qu'il y ait des utilisateurs sur ChatGPT, parce que là, j'ai l'impression que ça va devenir un domaine plan de demain. Ouais, c'est clair. Et bah, typiquement, tu vois, ça va être aussi un autre moyen d'avoir des leviers de performance, quoi. Et donc voilà, ça, c'est le deuxième moyen. Et donc, je pense que si une agence arrive à fonctionner en incorporant ces deux phases-là de l'IA, bah derrière, en fait, tu arrives à une agence qui, si elles le font très bien, qui devient hybride. Et moi, j'ai une vision agence hybride. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres fondateurs et fondatrices qui ont une vision plutôt... les agences vont toutes se faire fumer. Possible. Je n'infirme pas cette théorie. Mais en revanche, moi, je crois plutôt à une vision où, au final, et c'est ma vision sur laquelle, tu vois, les agences devront être des agences hybrides demain, parce qu'en final, les boîtes auront toujours besoin d'intermédiaires, etc. Par contre, la cible qui aura le moins besoin d'agences, c'est les startups early, justement. Ouais. Parce qu'elles pourront créer leurs propres canaux d'acquisition, elles pourront créer leurs propres trucs au départ. Par contre, derrière, il faudra encore des gens pour le gérer. Et les salaires, ça va être encore pareil. C'est-à-dire que quand tu payes un gars 2000 balles, en final, ça va t'en coûter 4005. Donc, une agence sera moins chère. Tu auras besoin encore de quelqu'un qui a une expertise et qui est assez senior pour prendre une décision sur lequel tu pourras te reposer.
il y aura encore ces problématiques-là qui vont pas changer, en fait, tu vois. Ouais. Donc voilà. Ok, ouais, hyper intéressant. Toi, du coup, c'est quoi un peu les. Du coup, tu nous as parlé des cas d'usage qui ont le plus d'impact. Il y a eu le plot de créa, les analyses et tout. T'en as d'autres comme ça où tu dis qui ont vraiment eu de l'impact ou... Hors Grosse Room, surtout. Non, sur Grosse Room. Sur Grosse Room, tu vois, moi je le vois vraiment sur la partie ads, avec la créa notamment, et sur la partie, sur tous nos pôles en vrai, mais sur la partie SEO avec le GIO. Ouais. Et en fait, sur la partie B2B, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on traite beaucoup avec les CRM, on va souvent dans les CRM, on fait des audits, on regarde ce qui va pas, etc. En fait, les CRM ajoutent des briques IA. Ouais, avec les MCP et tout ça. Exactement. Ouais. Mais sauf qu'en fait, parfois, tu as des CRM qui t'ajoutent des features IA qui sont nulles. Ouais, Tu te fais payer une blinde, mais juste pour dire j'ai fait un peu d'IA, tu vois. Ouais. Et ça, malheureusement, c'est plus du green bashing, c'est de l'IA bashing, tu vois. Depuis 1 an et demi, on est tombé dans ce truc-là. Et en fait, ce qui est intéressant avec l'IA, c'est qu'on va arriver dans une espèce d'agglomération. Au final, on va être capable de connecter un peu un CRM avec tous les outils IA ou l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, tu auras juste un portail pour tout gérer. Ouais. Tu vois, et tu n'auras plus besoin de connecter, enfin, tu vois, tout sera déjà connecté. Ouais. Et au final, tu seras capable de faire, sur la base d'un CRM, tu seras capable de tout optimiser. Et c'est pour ça que je pense que, en tout cas, j'y crois beaucoup sur la partie notamment SalesOps et RevOps, parce que je pense que derrière, avec un consultant qui est assez expert sur comment manier l'IA, comment manier ton CRM, il sera capable de tout piloter. Tu vois. Okay. Et piloter tes process, piloter ton acquisition, piloter ton reporting, l'activité de tes commerciaux ou de tes agents SDR IA. Bref, il sera capable de tout piloter. Et donc, c'est pour ça que j'y crois beaucoup plutôt sur cette partie-là aussi. Ok, ouais. Ouais, mais donc, ça veut dire qu'actuellement, en fait, ça vous aide énormément aussi pour faire les reporting, les analyses et tout ça des CRM, quoi. Grave. Ouais. On l'utilise pas mal, mais encore une fois, tu as encore quelques défauts, tu vois. Et je pense que... Et c'est une question à chaque fois de connexion, parce que tu vois, il a la connaissance sur un truc, mais il n'a pas la connaissance sur les deals de tel truc, de telle offre ou de tel commercial. Ça, c'est pas bon, en fait, tu vois, sur tout. Ouais, il faut réussir à tout standardiser, en fait, et tout documenter pour que l'IA sache exactement où est l'info. Pour moi, c'est une question d'agglomération, tu vois. On est sur une ère... En fait, de comment tu structures ta data au final. Exactement, tu vois. On était sur une ère avant où on avait plein d'outils qui n'intégraient pas l'IA, où on avait vite fait des connexions API. Ensuite, on est passé sur une ère où maintenant, on a des outils qui se connectent par API et qui ont des petites features IA qui servent à rien. Et on va potentiellement arriver sur une ère où, en fait, on n'aura plus une multitude d'outils. On aura un outil qui sera... dans lequel sera tous les autres outils que tu utilises. Et donc, au final, sur la base d'une connexion, tu seras capable de tout agglomérer. Et ça, c'est de tout faire converger. Et ça, je pense que ça aura une puissance énorme, tu vois, dans le processus d'une boîte. Ouais, ok. Hyper intéressant. Toi, du coup, tu crois pas du tout à la disparition des agences? Bah écoute, si j'y croyais dur comme fer, je travaillerais plus chez Grosse Room. Non, j'y crois pas. Enfin, en fait, tu vois, c'est marrant parce que justement, un ami me disait ça et je te l'avais dit au téléphone la dernière fois, mais tu vois, dans les années 90, dans les années 80, chez Bain & Consulting, qui est quand même l'une ou la plus grosse boîte de consulting au monde, il y avait c'est une photo en fait qui est encadrée d'ailleurs dans leur bureau. Avant, ils travaillaient en fait leur présentation sur papier. C'est-à-dire, en fait, le plus gros de leur taf, et c'est une photo où tu les vois en train de découper des cadres. Ouais. Tu vois, en train de découper c'est limite avec les trucs, les rétroprojecteurs, là. Exactement. C'est ça, non, là, où c'est tu exactement ça. Une feuille et ça te l'affichait sur le mur. Exactement. Le consulting, avant, c'était... quelqu'un qui faisait du consulting, même dans les plus gros cabs du monde, ouais. Ils passaient leur temps à avoir du papier, faire leurs graphes, et découper ces graphes-là pour ensuite présenter une présentation de 10 slides, 10 pages, ouais. Du coup, à un client, tu vois. Et on s'est tous dit, quand il allait avoir l'ordinateur, on s'est tous dit, bon, bah, ça va disparaître, quoi. Et encore plus quand il y a eu Internet, parce qu'on s'est dit, bah là, maintenant, il y a des sources de données qui sont beaucoup plus simples à avoir, etc.
Bah, en fait, ce qui a eu comme impact, c'est juste que maintenant, les présentations de 10 slides, maintenant, elles en font 100. Ouais. Et les consultants passent peut-être un peu moins de temps sur la présentation en elle-même, mais beaucoup plus de temps sur, tu vois, L'analyse, le cerveau, fond, au la final. forme, etc. Ouais. Exactement. Et donc, je pense, tu vois, que dans la même veine, avec l'IA, le travail va changer sur la partie consulting, c'est une évidence. En revanche, il va pas disparaître. Ouais. Et il faudra juste s'adapter, tu vois, avec des consultants. Et c'est pour ça que je te disais, la partie business, pour moi, c'est hyper important. Quelqu'un qui a une vision business de ta boîte bah, sera toujours utile. Et que sa presse soit faite en un claquement de doigts et que les graphes soient faits, etc. OK sur la forme, mais derrière, sur le fond, il faut savoir manier un peu tout ça et prendre des décisions. Et je pense que du coup, le consulting existera toujours sous certaines formes et il faudra s'adapter. Et les boîtes qui ne réussiront pas à s'adapter, forcément, ce sera malheureusement, elles mourront. Tu vois. Ouais. Donc tu vas avoir, ça va être, enfin, il va y avoir, ça va être élagué, tu vois. Mais voilà. Ok. On va passer aux questions de la fin. Toi, comment est-ce que tu recharges tes batteries? Alors là, les derniers jours, j'ai passé chez moi cloué dans un lit parce que j'étais malade. En temps normal. Mais en temps normal, écoute, comment je recharge mes batteries? Moi, je suis niçois, Ouais. donc Le soleil. ouais, au soleil. C'est marrant, les gens de mon équipe vont vraiment se marrer parce que à chaque fois, je précise que je suis niçois, mais ils n'ont pas compris que c'était dans mes veines en fait. Oui, je comprends. Quand t'es sudiste, t'es obligé de Ma le préciser. femme, justement, vient du sud. C'est exactement ça. T'as Bah besoin voilà, du tu vois. soleil. Ouais. Je suis pas le seul, mais t'as trop besoin Ouais, de ouais. soleil, t'as trop besoin de calme et d'un air qui est un peu moins pollué. Et donc je redescends souvent, j'ai tous mes potes là-bas, donc pour moi c'est un vrai Besoin, quoi. c'est un vrai besoin, tu vois, Ouais. c'est une vraie manière pour moi de me recharger, même si je bosse, tu vois, là-bas, hein, là-bas. Ouais. Déjà, je bosse beaucoup mieux parce que je suis moins, tu vois, dispersé Ouais. sur plein de sujets. Mais en plus de ça, je suis rechargé quand je reviens. Trop bien. T'achètes pas tu sais, la luminothérapie, là, les trucs qui te font de la lumière. Je sais pas si tu connais. Alors, Peut-être écoute, ça t'aiderait en tant que niçois. on a beaucoup parlé, mais je l'ai jamais testé. Je préfère la lumière naturelle, mais pourquoi pas, ça peut se tenter. Peut-être. Ça peut se tenter, je suis pas fermé. J'ai testé pendant 2 semaines là et j'ai l'impression que c'est un impact. Mais C'est vrai? ouais, franchement. Ok, Bah, moi tu ça mets va. la petite lumière là et puis j'ai l'impression que ça te réveille plus vite le matin. Mais enfin, bref. Écoute, moi ça va. Je vais le tester. C'est quoi la plus grande erreur de management que tu as faite? Ah, c'est une super question. Je pense que ouais, en fait, j'avais, je m'en rappelle, embauché un second sales. Ouais, c'est bon, j'ai l'histoire. J'avais embauché un second sales en 2022 qui était, cela dit, un très bon sales, mais en fait, on avait tellement galéré à trouver un second sales pour aider Bastien, épauler Bastien chez nous, qui est le head of sales. On avait tellement galéré parce qu'en fait, on a 3 pôles d'expertise. Donc, en fait, c'est dur, tu vois, de tout vendre. Donc, on s'est dit, OK, on va embaucher un second qui, lui, sera aussi head of sales, mais sur la partie ads. Et Bastien, lui, va gérer les 2 autres pôles, tu vois. Okay. Et au final, ça a été... et donc, on s'est dit, on a tellement galéré que quand on en a recruté un bon, pour le recruter, en fait, on lui a dit, bah OK, bah, on va te mettre partner, en fait. On va te faire monter en associé. Direct. Okay. Et en fait, et évidemment, ça a pas marché. Okay. Déjà, de 1, côté sales, il a pas réussi à prendre le pouls sur, tu vois, la culture de la boîte, sur le fait d'avoir 3 pôles. Et cela dit, en plus, c'était un très bon sales, mais enfin, voilà, tu vois, ça le faisait pas. Et de 2, faire rentrer un gars qui a juste quelques années d'expérience, juste en sales, en associé, alors que tu as déjà un associé sales, ça n'a aucun intérêt, tu vois, en termes de complémentarité, en termes de vision business. Enfin, il apportait rien et c'est pas de sa faute, tu vois. Et donc, au final, la morale de l'histoire, c'est juste se dire... ne pas, tu vois, justement, je te disais, j'étais sous antibio là-dessus, mais ça faisait longtemps que j'en avais pas pris. Mais du coup, ça veut pas dire que quand je veux avoir un problème, je prends un antibio et ça va être miraculeux, tu vois. Parce qu'effectivement, ça aurait pu me débloquer plein d'autres sujets en termes de recrutement, de dire à quelqu'un, ah, vas-y, tu vas passer associé, viens chez nous, tu vois. Et je l'ai fait une fois l'erreur et je la referai pas derrière, tu vois.
je prendrai pas des décisions trop vite pour justement arriver à notre objectif, tu vois. Ouais, ok. Et donc, tu vois, là, on a recruté un deuxième sales derrière qui est maintenant super, sur lequel on n'a pas dit qu'il allait passer associé, tu vois. On a juste dit, bah, t'as un super boulevard devant toi, et au final, ça se passe super bien, tu vois. Donc, je pense que ce serait ça, l'erreur de management que j'ai faite, ouais. C'est, Plein d'autres aussi. Hein. Ouais, non. Est-ce que tu as un contenu ou un livre qui t'a marqué dernièrement? Ouais. Il y en a un que j'ai lu récemment qui s'appelle L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, Ah ouais, très cool. qui est assez connu, je Ouais, pense. ouais. Écoute, je l'ai acheté assez par hasard. Tu vois, mon vol a été retardé. J'avais un vol pour Nice justement et mon vol a été retardé. Je passe dans une librairie à l'aéroport et je prends du coup ce livre-là. Et en fait, c'est un livre qui t'explique que tout dépend de ta perception et de tes croyances. Ouais. Tes propres choix, mais aussi les idées que tu veux transmettre aux autres. Tout dépend de cette perception-là. Si par exemple, tu es dans une croyance ou une perception pas top, dans lequel tu te dis, ah ben lui, en fait, il a envie de me bouffer, ou en fait, on va décroître, ou je crois pas, tu vois, tu parlais de l'IA, bah, je crois pas en fait que les agences vont marcher, etc. Si tu as cette croyance-là, en fait, même si tu le communiques pas clairement aux autres, tu auras des petits comportements qui vont faire que justement, les autres vont le capter au final, tu vois. Et bah, du coup, ça va enchaîner sur une réalité. Ouais. Et au final, je trouve ça assez intéressant parce que C'est des croyances au final. Exactement, tout est une question de croyance. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu te persuades de choses qui sont irréelles. Ouais. En revanche, je trouve que c'est hyper intéressant pour, tu vois, surtout quand tu es entrepreneur d'ailleurs, pour tu vois, la poursuite du bonheur, de plein de choses. Parce qu'au final, tu vois, moi, quand j'ai créé la boîte, je me suis dit, je veux le faire pour une aventure humaine. Et au final, tu vois, le séminaire de l'année dernière, on était 35 dans le sud, dans une maison de ouf, et dans un domaine, un château de ouf et tout. Et franchement, je me suis dit, putain, c'est ouf, c'est trop bien, quoi. Et j'avais du mal au départ à profiter, tu vois. Et en fait, c'est important, je trouve, d'avoir la bonne perception des choses pour arriver, tu vois, à cette conception du bonheur. Okay. Donc, je conseille aux gens de le lire parce que je trouve hyper intéressant. Moi, je l'ai lu aussi, je trouve hyper intéressant. Hyper cool, ouais. Voilà. Trop bien. Il se lit facilement, c'est genre 50 Ouais, justement, pages. Laurent Gounel, c'est cool parce qu'en fait, c'est du développement personnel sous forme d'histoire, de roman, donc ça se lit hyper. Carrément. Où est-ce qu'on peut suivre ton actu? Sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Ouais, sur LinkedIn. Sacha Azoulay sur LinkedIn. Écoute, je poste pas mal. Enfin, en tout cas, j'essaye. Ouais. Et puis voilà. Trop bien. Bah, merci, Sacha. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec en tout cas. plaisir. À bientôt. Ciao. À bientôt. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de liker la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Pour suivre l'actu du podcast et les coulisses, vous pouvez suivre la page Instagram de Sous le Capot ou me suivre sur LinkedIn. À très vite.